Aujourd'hui, peut-être que vous avez vu des articles passer. C'est le début d'une campagne nationale dont pourront nous parler nos intervenantes. Il y a déjà plus de 50 associations féministes qui sont signataires, qui partagent parfois des visions opposées sur certains sujets, mais qui se sont réunies sur la question de la lutte contre les violences sexuelles. Donc, on va en savoir plus tout de suite. Merci d'être venu. Il manque, je pense, deux personnes. Sophie Binet. Ah. Eh ben, on vous attend. C'est la ponctualité. Donc, on va commencer par présenter les autres personnes, le temps que Sophie Binet arrive. Suzy Rochtman, du collectif national pour les droits des femmes. Merci d'être là. Sonia Biche, présidente de Stop Violence Obstétricale et Gynécologique. Emmanuelle Pillet, présidente du collectif féministe contre le viol. Coraline Duménil, vous êtes avocate à la Fondation des femmes. Ouais, c'est ça. Sarah Durocher du planning familial devait être avec nous, mais elle n'est pas là. Donc il y a Alissa Arabar qui coordinatrice française du lobby européen des femmes, et Fanny de Coster, pilote de la commission confédérale Femmes Mixité, donc à la CGT. Oui, merci. Donc pour commencer, je vais poser une question déjà sur l'origine de cette loi. Donc pourquoi vous avez décidé de la relancer maintenant et de quand date ce projet de loi intégrale contre les violences sexuelles? Ma première question s'adresse à vous, Suzy Rochtman. Oui, c'est pas une nouveauté d'il y a quelque temps. C'est plus vieux que ça. En 2004, l'Espagne adoptait une loi intégrale contre la violence de genre. Et au collectif national pour les droits des femmes, on a repris l'idée et on a rédigé, voilà, c'est collector, on a rédigé en 2006 une proposition de loi, mais vraiment une proposition de loi, c'était pas une liste de revendications contre les violences à l'encontre des femmes. Alors, pourquoi ça? Parce que jusqu'à ce moment-là, et encore maintenant, en réponse à ces violences, les gouvernements successifs n'ont avancé que de la répression. Cette répression, elle est nécessaire. Il faut marquer l'interdit, mais ça ne suffit absolument pas. Les violences que subissent les femmes, que subissent les enfants, marquent tous les aspects de leur vie. Et pour faire en sorte qu'elle recule, il faut intervenir sur tous les aspects. La prévention, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, à l'école. La sensibilisation de l'opinion publique. Et on voit qu'on le fait durement à travers le témoignage poignant de Gisèle Pellicot. La solidarité auprès des victimes, que ce soit au niveau santé, au niveau emploi, etc. Les conséquences des violences dans l'emploi, qu'elles soient perpétrées à l'extérieur du travail ou à l'intérieur. La répression vis-à-vis des agresseurs. Le suivi des agresseurs pour éviter la récidive. Et on l'a vu tragiquement à travers l'affaire de Philippines, puisque le meurtrier était un violeur qui avait déjà fait de la prison. Visiblement, il ne s'était rien passé en prison puisqu'il a récidivé. La procédure pénale, on l'a dit, on le redit, qui est un véritable parcours de combattante pour la victime. Tout ça, c'est quelque chose de global, c'est une loi cadre, c'est une loi intégrale, et nous avions repris en 2006 ce qu'avait fait l'Espagne, et il est nécessaire de le reprendre maintenant. Alors je veux dire qu'on avait quand même gagné une loi. En 2010, à partir de ce petit bouquin, on a gagné une loi. Cette loi, deux faits marquants dans cette loi, la création de l'ordonnance de protection,
comme en Espagne, qui, comme son nom l'indique, vise à protéger les victimes, ceci dit de façon limitée, puisque ça ne concerne uniquement que les victimes de violences conjugales ou menacées de mariage forcé. Deuxième élément marquant de cette loi, il y a beaucoup d'autres choses, mais j'ai pas le temps, la reconnaissance des violences psychologiques au sein du couple. Nous avons raison de reprendre ça maintenant, parce que nous avons beaucoup de choses à faire aboutir. Merci. Dans cette proposition de loi intégrale qui est toujours en construction, vous avez presque 130 propositions. Je voudrais revenir avec Coraline Duménil sur les principales. J'aimerais bien que vous nous exposiez les principales propositions en matière de procédure pénale, parce que vous rappelez quand même que depuis MeToo, entre 2018 et 2022, il y a eu une augmentation de 164% des plaintes pour viol ou agression sexuelle, et que dans le même temps, en 2021, 94% des plaintes pour viol sont toujours classées sans suite. Sur le plan de la procédure pénale, qu'est-ce qui pourrait être amélioré par cette loi intégrale? Bonsoir, ça marche pas. Vous m'entendez là? Ah oui, super. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation, cet événement. Je pense qu'il est fondamental. Je suis absolument incapable de vous résumer l'intégralité des 130 propositions. Donc ce dont je vais vous parler, c'est du principe de ces propositions qui ont été réalisées non pas par l'avocate que je suis, non pas par les avocates de la force juridique, mais par les associations. C'est important quand vous allez lire ce document, quand vous allez voir les propositions qui sont faites. Ce sont des propositions qui ont été faites par des personnes qui sont sur le terrain, directement auprès des personnes victimes, certaines depuis de nombreuses années, n'est-ce pas, le collectif Féministes contre le viol à côté de moi. Donc c'est cette prise de parole, et après, à la force juridique, le travail qui a été fait, et pas du tout par moi toute seule, par toutes ces consoeurs absolument merveilleuses qui ont fait ce travail à mes côtés, de relecture et de proposition, de remise en forme, de formalisme, si vous voulez, plus juridique de certaines propositions. C'est humblement ce que nous avons fait. Moi, je dis souvent, je suis dans les tranchées. Je vous donne des nouvelles du front. Les nouvelles du front pour les femmes et les enfants victimes de violences sexuelles et conjugales dans ce pays ne sont pas terribles. Nous faisons quand même, parfois nous avons des victoires, mais quand on dit mais c'est une victoire, on regarde, on prend un peu de recul et on se dit mais non, en fait c'est pas une victoire, ma chérie, c'est la moindre des choses. Donc voilà, on avance un peu, mais c'est compliqué. Voilà, donc côté procédure pénale, si vous voulez, il y a des choses de base, c'est-à-dire demander à une femme qui a été victime de violences conjugales, qui déjà est allée au commissariat, mais en plus d'aller saisir un juge aux affaires familiales pour être protégée, c'est honteux. C'est simplement honteux. On n'a pas à aller demander une ordonnance de protection. Ça devrait être immédiat, ça devrait être automatique. Le code de procédure pénale le permet. Vous allez déposer plainte pour violences conjugales, vous dénoncez des violences graves en général. On y va rarement pour quelque chose qui n'est pas grave. C'est pas très agréable d'aller au commissariat. On devrait immédiatement avoir un contrôle judiciaire qui soit prononcé par le procureur de la République. Il se trouve que le code de procédure pénale, il le permet déjà. Il se trouve que des avocates comme moi et d'autres écrivent au procureur en mettant la plainte en pièce jointe et en rappelant au procureur, regardez ce que dit le code de procédure pénale, il vous permet d'ordonner un contrôle judiciaire. Ah non mais maître, allez saisir le JAF. Allez refaire une procédure. Allez expliquer à madame que déjà elle est allée voir le service de police avec son avocate qui en plus lui a coûté de l'argent. Elle va devoir en plus avoir cette autre procédure. Et la procédure affaires familiales, elle a cette caractéristique absolument horrible, qui est qu'on va se retrouver dans ce petit bureau avec monsieur. Alors on va nous dire, mais maître, pourquoi votre cliente n'est pas venue? Ma cliente n'est pas venue parce qu'elle n'est pas en mesure physiquement d'attendre dans un couloir à côté de monsieur, même dans une salle distincte, ou d'être à côté de lui dans votre bureau en fait. Et quand on se trouve face à un magistrat, une magistrate qui ne comprend pas ça, alors qu'on a des pièces, on se dit que on a beau être après le Grenelle, on a beau vouloir que ça change, si ça change pas, clairement on va continuer à ramer. Donc c'est sûr que du travail, il y en a. Oui. Merci.
Emmanuel Pillet, vous accompagnez des victimes de violences sexuelles avec le collectif féministe contre le viol depuis longtemps. Qu'est-ce que cette loi permettrait, pas seulement sur le plan de la procédure pénale, mais aussi dans l'accompagnement des victimes pour l'accompagnement psychologique, pour se remettre des conséquences des violences, ou en tout cas être accompagné après que les violences aient été perpétrées? La loi, c'est bien. Encore faut-il qu'elle soit appliquée, parce que je pense, par exemple, Mila, dont on vient de retrouver le corps, elle avait été violée à 13 ans par 2 garçons adultes. On avait classé l'affaire, et c'était en 2022. On avait classé l'affaire parce qu'on avait dit qu'elle était consentante. Je rappelle qu'en 2021 était passée la loi disant qu'un mineur de 15 ans ne peut pas être consentant quand c'est un adulte de 5 ans. C'est-à-dire que, ouais, je suis pour les lois, ouais, c'est bien la lutte, et même des fois on gagne des lois, mais après, si on les applique pas, ça va être infernal. Et là, franchement, nous, on est submergés, puisqu'on a aussi la ligne téléphonique violence sexuelle dans l'enfance, par des mamans qui essayent de protéger leurs enfants. Et là, on en a eu une la semaine dernière. Elle vient d'être condamnée à donner 100 balles par jour si elle ne donne pas son enfant au père présumé violeur. Donc ça, c'est vachement énervant, quoi. Donc oui, on veut une loi, mais on veut aussi un changement radical des mentalités pour que quelque chose avance vraiment. Donc cette loi, elle va être portée par une coalition d'associations féministes, aussi par la CGT. Je voulais savoir s'il y avait eu des débats au sein de la CGT pour rejoindre cette coalition, et en quoi la question des violences sexuelles rejoint celle du travail. Alors absolument pas, il n'y a pas eu de débat dans la CGT, puisque la CGT est résolument féministe, et que ça s'inscrit dans la continuité des travaux qu'elle mène depuis longtemps, pour lesquels elle a pris toute sa part, voire on a été à l'initiative. Notamment la Convention 190 de l'OIT, etc., mais aussi et surtout dans les actions quotidiennes qu'on mène dans les entreprises, dans les administrations, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Alors pourquoi c'est pas un débat non plus? Parce que les violences sexistes et sexuelles sont au cœur du processus de domination, et elles ont lieu soit au travail, soit elles ont de toute façon une incidence au travail. Elles remettent fondamentalement en cause le travail des femmes, leur liberté, leur dignité, et sont une menace pour leur carrière, mais aussi pour leur santé. Donc à la CGT, c'est absolument pas un débat. Et pourquoi il y a un lien avec le travail? C'est qu'en fait, les violences sexistes et sexuelles au travail, elles sont largement invisibilisées en général. Donc je vais me permettre de donner quelques chiffres. 30% des salariés en France ont subi un harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles au travail. 9% disent avoir vécu un rapport sexuel forcé ou non désiré avec une personne sur leur milieu professionnel. 10 viols ou tentatives de viol ont lieu chaque jour sur un lieu de travail en France. La majeure partie des employeurs n'ont absolument pas mis de plan de prévention en place. Quand je dis majeure partie, c'est 82% des employeurs qui n'en ont pas mis. La plupart du temps, les victimes se taisent. 70% disent n'absolument pas en parler à leur employeur. Et 40% estiment que le règlement qui en a été fait quand elles l'ont dénoncé et qu'il y a eu une prise en charge, ça a été résolu en leur défaveur, puisque c'est elles qui ont dû muter, qui ont été licenciées, etc. Donc la CGT, elle porte beaucoup de revendications pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans plusieurs domaines: la prévention, la formation, l'accompagnement des victimes, la protection des victimes et la réparation dans l'entreprise. Donc je vais donner quelques points forts de ce qu'on revendique et de ce qu'on arrive à gagner parfois, ou pour lequel on se bat encore. C'est d'intégrer dans le droit français les avancées de la Convention 190 et de la recommandation 206. De rendre obligatoire la négociation en entreprise et en administration et dans les branches, de sanctionner les entreprises quand il n'y a pas de plan de prévention, de rendre obligatoire la formation pour les managers mais aussi pour les salariés, mettre en place les procédures efficaces de signalement et garantir aux victimes de violences sexistes et sexuelles des mesures visant à protéger l'emploi, les victimes, leur emploi et leur droit au travail.
Donc ce projet de loi intégrale, il vise à couvrir l'ensemble des violences sexuelles, quel que soit le cadre dans lequel elles sont perpétrées. Sonia Biche, vous portez le sujet des violences obstétricales et gynécologiques. Pourquoi c'était important que ce type de violence commis par des personnes qui sont censées soigner entre dans cette loi? Alors, c'était très important, voilà, que les violences obstétricales et gynécologiques soient, qu'on agisse enfin, en fait, contre ces violences qui restent quand même tabous. On a un rapport depuis juin 2018 du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui dit que ces violences, elles sont généralisées et systémiques en France. Il y a de nombreuses recommandations qui ont été émises et puis depuis 2018, il ne se passe rien parce qu'il n'y a aucune recommandation de ce rapport qui a été mis en place. Donc c'est vraiment nécessaire, voilà, de faire bouger les choses parce qu'en fait, on a une image d'Épinal en fait, du médical qui fait qu'il y a énormément de déni sur le sujet. Les patientes qui dénoncent des mauvais traitements, on les voit comme des chochottes, des hystériques, des menteuses. Quand elles portent plainte, c'est qu'elles veulent de l'argent du médecin. Donc en fait, il y a comme ça une image qui est difficile à casser. Alors, on n'entend pas pour l'instant beaucoup les patientes. Et puis, il y a eu beaucoup de dénonciations sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la santé. Mais du coup, on a entendu les professionnels de santé qui sont victimes de leurs collègues. Mais ces collègues-là, c'est pas des bons médecins. Donc, c'est important aussi d'entendre en fait que les patientes puissent être victimes de médecins. Et donc, on a créé un collectif en fait contre les violences sexistes et sexuelles qui réunit justement les organisations de professionnels de santé, des syndicats, des organisations étudiantes et de patientes, parce que c'est vraiment ensemble, vraiment qu'on peut en finir avec ces violences. Et je rejoins le fait que quand il y a de la loi, elle n'est pas forcément appliquée. On a une loi qui date de 2002, la loi Kouchner sur le consentement. Donc, il faut respecter le consentement des patientes. Voilà, le médecin doit respecter avant tout acte médical, tout examen. Et puis, on se rend compte que c'est trop en option et que du coup, de bafouer l'intégrité des gens, ça entraîne des traumatismes de viol. Alors ça aussi, c'est tabou de se dire qu'un médecin, il est capable de tels actes parce que c'est quelqu'un... je voyais un témoignage là tout à l'heure d'une victime d'inceste qui disait que c'était difficile de dénoncer quand la personne est au-dessus de tout soupçon. Nous, on a un médecin est vu au-dessus de tout soupçon par beaucoup de gens. Et donc, c'est extrêmement difficile de parler. Et quand on est patiente, on est extrêmement vulnérable parce qu'on est en attente de diagnostic, on est en attente de soins, on est en attente de... on est vulnérable par rapport à une pathologie parfois. Et donc, il y a beaucoup d'abus de pouvoir des médecins. Qui se croient pour beaucoup au-dessus des lois, vu que cette loi de 2002 n'est pas respectée. Et nous, on espère, grâce à cette loi intégrale, justement, en finir avec l'impunité de ces violences, avec l'ordre des médecins qui ne fait pas son travail de sanction des médecins déviants, etc., pour qu'on intègre en fait les violences obstétricales et gynécologiques dans la loi, et pour qu'on fasse que ces déviances en fait soient sanctionnées et que les victimes elles puissent se remettre grâce à la reconnaissance de leurs préjudices. Merci beaucoup. Alissa Arabar, de quel pays en Europe la France peut s'inspirer en matière de lutte contre les violences sexuelles? Quels pays ont tracé la voie et pourraient être un modèle pour le chantier qui reste ici? Merci. Les violences sexuelles sont impunies dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qu'on peut citer en exemple parce qu'il aurait trouvé la solution miracle contre les violences sexuelles. Pourquoi ? Tout d'abord parce que les violences sexuelles sont ancrées dans les mentalités de notre société. Ça a été démontré par l'ensemble des prises de parole qu'on a eues jusqu'ici. Toutes les structures de nos sociétés sont construites pour préserver cette culture du silence, maintenir l'omerta, maintenir l'impunité des agresseurs. On a évidemment des bonnes pratiques dans certains pays. Donc on cite souvent l'Espagne en modèle. Il y a la nouvelle loi suédoise qui est souvent citée comme une bonne pratique, mais la réforme de la loi sur le viol qui a introduit une notion qui s'appelle le viol par négligence, en fait a entraîné plus de criminalisation, plus d'emprisonnement des violeurs, mais c'est parce que l'ancienne
l'ancienne loi était uniquement basée sur l'usage de la force, donc on partait de très loin. Donc c'est pas forcément un exemple à suivre. Donc pour moi, la vraie question, c'est pas nécessairement quels exemples peut-on suivre, mais plutôt nous, en tant qu'association qui revendiquons la protection des victimes, qu'est-ce qu'on peut collectivement porter de véritablement efficace pour construire un modèle, une réponse vraiment holistique à cette urgence des violences sexuelles. Et pour nous, c'était très important, la coalition, dans notre travail de réflexion, justement, d'aller au-delà de la lettre de la loi, de la définition du viol. Tout d'abord parce que ça a déjà été dit, bon, les lois, elles existent, mais ensuite, il faut de la prévention, il faut de la formation, il faut lutter pour leur application, mais aussi parce que les gouvernements se cachent parfois derrière une réforme législative qui finalement ne coûte rien et qui peut être l'arbre qui cache la forêt. Quand on regarde la réalité des violences sexuelles, il y a une absence de compréhension de l'ampleur du phénomène et de à quel point ça touche tous les aspects de la société. Et donc nous, notre point de départ pour cette loi cadre de protection intégrale, donc au-delà évidemment de tous les travaux que Suzy a présentés, anciens, sur lesquels elle s'appuie, ça a été surtout de nos analyses communes qui sont qu'on ne peut pas faire l'économie de la compréhension des inégalités structurelles dans notre société. Et toute politique publique de réponse aux violences sexuelles doit s'appuyer sur cette compréhension du continuum des violences. Et on ne peut pas non plus faire l'économie d'une approche intersectionnelle, et donc d'avoir des mesures, des recommandations spécifiques pour les groupes de femmes et d'enfants les plus vulnérables. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est très présent dans notre proposition, les 130 mesures, puisqu'on a des mesures spécifiques, par exemple, pour les femmes migrantes, qui, à 75%, les femmes demandeuses d'asile qui se trouvent en France ont subi des violences sexuelles, que ce soit dans leur pays d'origine ou que ce soit, elles ont 18 fois plus de chances en France, pendant leur procédure de demande d'asile, que n'importe quelle autre femme de subir des violences sexuelles. Les femmes qui vivent dans la rue, les femmes victimes de la prostitution, dont on va refuser les plaintes ou qu'on va parfois criminaliser parce qu'on ne reconnaît pas suffisamment que la prostitution est de manière inhérente une forme de violence. Les femmes non francophones qui n'ont pas d'interprète dans les commissariats de police quand elles viennent déposer leurs plaintes. Les femmes racisées dans les quartiers populaires qu'on met face à des conflits de loyauté et à qui on dit si tu dénonces ton violeur qui est noir, en fait ça va augmenter le racisme et du coup faut pas que tu le fasses, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a véritablement inclus dans notre réflexion, d'avoir des mesures spécifiques pour pallier à ces différentes situations. Vous parlez de la question des femmes exilées. Et comment vous comptez porter cette proposition de loi face au Parlement qu'on a aujourd'hui et au nouveau gouvernement qui a clairement exprimé sa volonté de faire une nouvelle loi immigration et dont une partie des membres est hostile aux droits de tous les groupes minorisés, quels qu'ils soient. En gros, quelle est la stratégie, quoi? C'est une question collective. Ensuite, j'aurais une question pour vous, Sophie Binet, sur le rôle des syndicats. Je crois qu'on a effectivement un gouvernement de droite extrême qui est soumis au chantage du Rassemblement national. Ceci dit, nous, on est face à une urgence. On ne va pas mendier un juste droit, on se bat pour. Et on revendique, on ne demande pas, et donc on continuera à le faire. Bien sûr qu'on va se battre contre toutes les mesures racistes qu'a dans sa besace Bruno Retailleau, mais on pense que face à l'urgence, on ne va pas attendre. On va attendre quoi? Qu'on ait un autre gouvernement pour se battre? Pas du tout. On se bat maintenant et on essaye de faire aboutir nos revendications. Sophie Binet, sur le rôle des syndicats et notamment de la CGT, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues en termes de mobilisation? Comment vous comptez en tant que syndicat porter cette loi cadre? On lance la grève reconductible demain. Super.
C'est noté. Non, plus sérieusement, en fait, je partage tout à fait ce qu'a dit Suzy. Je pense que les choses sont simples et elles sont claires. Le pouvoir est au Parlement. Donc nous, on va s'adresser aux députés et demander à un maximum de députés de porter cette loi. Il faut qu'on s'organise ensemble. On va se répartir les députés à voir, etc. Et je pense qu'il faut qu'on trouve un maximum de députés qui acceptent de porter cette loi, que ça soit annoncé avant le 23 novembre, la grande manif du 23 novembre, et ensuite on fait une énorme manif le 23 novembre pour forcer les députés à inscrire la loi à l'ordre du jour et à la voter. Le point très positif, c'est que moi j'ai bien écouté le discours du Premier ministre. Il a dit ça, le pouvoir au Parlement. Il a dit qu'il souhaitait que le Parlement ait plus de pouvoir d'initiative, qu'il y ait des lois transpartisanes, et il va y avoir beaucoup plus de temps pour que le Parlement puisse inscrire des propositions de loi. Donc moi je pense qu'on a un vrai créneau et une vraie capacité par notre force à faire voter cette loi, et je suis très confiante sur notre capacité à y arriver. Et ensuite la deuxième chose ce que je voulais dire, c'est que ce qui est très important à la fois dans cette loi et à la fois ce soir, c'est l'alliance entre le mouvement féministe et le mouvement syndical. D'abord c'est important en termes de force, et ensuite c'est important sur le fond parce que il ne faut surtout jamais occulter la particularité des violences au travail et l'enjeu du lieu de travail. En fait, quand on est victime de violences au travail, il y a bien sûr le patriarcat, les rapports de domination liés au patriarcat, c'est un homme qui est agresseur, mais en plus on s'affronte au patron. Donc il y a le lien de subordination en plus. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a besoin de mesures spécifiques contre les violences sexistes et sexuelles au travail, et c'est très important ça toujours de le porter. Et parfois la question elle est un peu invisibilisée, et c'est pas par hasard, c'est parce que le patronat ne veut surtout pas en entendre parler. Et donc sous le précédent gouvernement, notamment quand c'était Marlène Schiappa, la ministre du droit des femmes, qui nous a laissé un souvenir impérissable, à chaque fois qu'on réussissait un tout petit peu à parler de violences contre les femmes, par exemple elle avait lancé quelque chose sur le Grenelle des violences conjugales par exemple, elle avait refusé de mettre les syndicats dans la boucle, alors que le lien avec le travail est très important. Une femme victime de violences conjugales, d'abord le premier lieu où vient le chercher son conjoint violent quand elle fuit, c'est le travail, c'est simple, il a son adresse, ses horaires de travail, c'est hyper simple de la retrouver. Et ensuite pour elle, son travail c'est sa planche de salut, parce que c'est son moyen de garantir son indépendance économique. Et donc il faut des mesures spécifiques pour protéger les femmes de violences conjugales au travail. Il faut interdire le licenciement, il faut des droits à congés spécifiques, il faut qu'elles puissent avoir un droit à mobilité géographique pour pas avoir à choisir entre leur travail et leur vie. Voilà ce type de mesures qui sont dans la loi. Et pour finir, c'est cette alliance syndicaliste féministe qui nous a permis de gagner ce dont parlait Fanny tout à l'heure, c'est-à-dire la convention OIT. La convention OIT, en fait, l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, qui fait les lois mondiales sur le travail. Et en 2018, on a gagné la première loi mondiale contre les violences sexistes et sexuelles. Et l'histoire de cette loi, elle est géniale. En fait, on avait lancé au plan syndical, c'était en 2014 qu'avec notre organisation internationale, on avait lancé la bataille sur cette question-là. Donc à la CGT, on avait commencé à lancer campagne en 2014 en France, puis chacun l'avait fait dans son pays. Et après est arrivé MeToo. Et en fait, c'est grâce à cette double dynamique qu'on a pu gagner à Genève en 2 ans de négociations. Ça a été une énorme bataille, l'adoption de cette première loi mondiale contre les violences faites aux femmes au travail. Et en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est que justement la loi, cette convention de l'OIT, elle soit mise en œuvre. La France l'a ratifiée, mais en fait, elle ne l'applique pas de façon très hypocrite. Et donc, une partie de nos revendications, elles sont contenues dedans. Et pour finir sur ce que disait Emmanuel Piette sur les lois, c'est bien, les appliquer, c'est mieux, c'est vraiment très important. C'est pour ça que dans la loi intégrale, il y a tout un volet sur les moyens humains et financiers, sur comment est-ce qu'on recrute, comment on forme, parce que ça, c'est ce qui garantit l'effectivité. Et nous, pour ce qui nous concerne au travail, ce qui est très important, c'est qu'il y ait des moyens, des prérogatives pour les syndicats, pour les représentants du personnel, pour qu'on soit formé et qu'on puisse accompagner les femmes victimes de violences face à l'employeur, parce que c'est ça qui fait que la loi, elle est appliquée. C'est s'il y a des gens, des inspecteurs et inspectrices du travail, des syndicalistes, des médecins du travail, etc., pour faire appliquer la loi. Et donc, c'est bien sur l'ensemble de ces volets qu'il faut agir et travailler. Et vous... Vous parlez de la question des moyens. Est-ce que vous avez réussi à chiffrer le budget qu'il faudrait pour financer les différents aspects de cette loi? Et est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça servirait?
Je suis un peu fâchée avec les chiffres, mais je crois que la Fondation des femmes l'a fait. Pour l'ensemble des violences, c'est 2,6 milliards si je ne m'abuse. Et pour les violences sexuelles, c'est 312 millions. Ceci dit, moi je crois que... Pardon ? Ah, 344, vous voyez, je suis fâchée avec les chiffres. Bon, mais je crois que de toute façon, on a un peu séparé tout ça, mais c'est complètement imbriqué. Quand on prend par exemple les violences conjugales, elles sont aussi sexuelles. Voilà, donc on l'a chiffré, on a fait le boulot, ramasser le pognon. Allez, on a besoin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, ça suffit. Je dis ça pourquoi ? Parce que, moi, vous voyez, alors, j'ai pas les cheveux blancs parce que je fais des teintures, mais je milite dans le mouvement féministe depuis un certain temps. Et je me rappelle très bien qu'une fois qu'on a eu gagné l'avortement, le droit à l'avortement en 1975, on a immédiatement embrayé sur la lutte contre le viol. Alors, je tiens à rectifier une erreur qu'on trouve partout en ce moment. En 80, quand on a fait voter la loi sur le viol, c'est pas par cette loi que le viol est devenu un crime. Ça l'était déjà dans le code pénal. Mais il se trouvait que c'était tout le temps déqualifié en ce qu'on appelait à l'époque, c'est tout un programme, attentat à la pudeur. Et c'est pour ça que nos avocates féministes, dans les années 70, n'ont pas arrêté de plaider pour l'incompétence du tribunal correctionnel, donc pour considérer que ce n'était pas un délit et que ça file aux assises pour que ce soit considéré comme un crime. Je crois que c'est très important de dire ça. Après, j'ai perdu le fil de ma pensée. J'avais fait une digression sur la loi de 80. Vous ne pouvez pas me rappeler sur ce que j'étais. C'est la question des moyens. Ah. Ouais. La question. Non, mais c'est vrai que la question des moyens, elle est hyper importante. J'espère qu'on va réussir à lutter. Je voudrais vous rappeler une petite anecdote. En 2017, c'était le début de MeToo. Et il n'y avait pas encore les grosses manifs. Et on avait fait une manif pour le 25 novembre et on a demandé rendez-vous avec Macron. Parce qu'on avait une liste de revendications. C'était inspiré de ça, c'est toujours pareil. Depuis les années 75, on dit la même chose parce que ça bouge difficilement, même si maintenant on fait reculer la tolérance sociale et c'est très important. Donc, on a un rendez-vous avec une de ses conseillères. Je me rappelle, il y avait nous, il y avait Lutte contre les violences faites aux femmes, il y avait Oser le féminisme, je crois qu'il y avait le collectif féministe contre le viol. Et on dit à la conseillère, je crois qu'elle s'appelait Ben Soussan, on dit à la conseillère qu'on veut une loi cadre contre les violences. Et elle nous a répondu, il n'y aura pas de loi cadre contre les violences. Et c'était le début de Macron. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'on enfonce le truc et qu'on l'obtienne parce que ça suffit comme ça. Je vais donner la parole à Laura Slimani de la Fondation des femmes pour nous expliquer la suite, ce qui est prévu en termes de mobilisation pour porter dans l'espace médiatique et politique cette loi cadre. Et oui. Vous pouvez passer par les... Oui, merci à tout le monde d'être venu. J'aurais eu plein de questions à vous poser, mais on est en retard sur le programme. Et moi, je voudrais dire un mot quand même. Oui. Elles se sont battues pour la cour d'assises. La cour d'assises, on l'a perdue. Ouais. Les cours d'assises, moi, j'en plaide 2 dans quelques semaines pour des femmes qui ont été victimes de viol. J'ai la chance d'être devant une cour d'assises avec des jurés. C'est peut-être la dernière fois de ma vie que je vais vivre ça. Et je pense que c'est gravissime. Oui, exactement. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Et c'est pour ça. C'est pour ça, alors c'est très important de réinsister sur ce qu'elle dit. Les pouvoirs publics ont voulu désengorger les cours d'assises. Et
ils ont créé des cours criminelles départementales. C'est des crimes un petit peu au rabais. C'est des sous-crimes. Et c'est dans ce type de structure que sont jugés les 51 accusés de Mazan. Dans ces cours-là, et c'est très important à le dire, c'est pas la justice populaire. Il n'y a pas de juré. Ce sont uniquement des magistrats professionnels. Je l'ai dit tout à l'heure et ça a été répété, on se battait en 70 pour que ça passe en cour d'assises. On veut toujours que ça passe en cour d'assises. Si je peux me permettre très rapidement sur les cours criminelles départementales, elles ont été créées, il y a une limite, elles peuvent juger seulement les crimes, donc les viols, pour lesquels il y a jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Or, si un viol, on retient une circonstance aggravante, ça peut monter jusqu'à 20 ans. Et lors d'affaires extrêmement graves, donc Suzy a cité les viols de Mazan, mais il va être jugé un procès d'une ampleur capitale que le Monde a qualifié comme le procès du siècle des violences sexuelles l'année prochaine. C'est le procès contre le site French Bukkake, qui est un site pornographique. Dans ce procès, il y a 50 femmes parties civiles qui ont été violées, qui ont été torturées, qui ont subi des actes de torture et de barbarie, qui ont subi des mises en scène racistes. Les circonstances aggravantes de sexisme, de racisme et de torture n'ont pas été retenues dans cette affaire, parce que l'affaire va être jugée en CDD, en cour criminelle départementale, et que retenir l'une de ces circonstances aggravantes, parce qu'aussi dans les affaires de viol, on ne peut pas retenir plus d'une circonstance aggravante, alors que pour d'autres crimes, c'est possible. Donc ça, c'est un autre débat. Le fait d'avoir retenu une de ces circonstances aggravantes, ça aurait donné lieu à un procès d'assises. Or, on rejoint la question des moyens que vous posiez. Il n'y a pas de moyens pour la justice, il n'y a pas de moyens pour les violences sexuelles. Donc, on se permet de nier les réalités du degré de violence de ce qu'ont vécu ces femmes, tout simplement parce que le système n'est pas à la hauteur. Donc ça fait partie des choses que notre proposition de loi intégrale veut corriger. Et juste, du coup, un petit mot de conclusion pour passer à la suite qui promet d'être très chouette aussi. Donc, merci beaucoup à toutes d'avoir participé et aussi pour tout le travail qu'il y a derrière, parce que tout ça, c'est énormément de travail, d'heures de travail, et on en a encore un peu devant nous. Et juste pour dire que voilà, il y a beaucoup de mesures qui déjà sont disponibles sur loi-intégrale.fr que vous pouvez aller consulter. Il y a beaucoup de choses sur la procédure pénale dont on n'a pas parlé là, mais sur juste le fait que quand, par exemple, une plainte est déposée, eh bien, l'enquêteur, il est obligé d'effectuer un certain nombre d'actes d'enquête, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand vous allez déposer plainte, surtout si vous le faites seul, eh bien, il y a beaucoup de chances pour que rien ne soit fait, pour qu'il ne soit pas convoqué, pour que son ordinateur ne soit pas fouillé, pour que son téléphone ne soit pas fouillé, pour que son entourage ne soit pas interrogé. Or, on voit bien que sur, par exemple, Gisèle Pelicot, ça a fait la différence. Et quelle différence? Parce que des enquêteurs ont là pris le temps de faire leur travail. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est juste que les victimes soient traitées de manière digne. Et ici, il faut en passer par des circulaires, des décrets, des lois, de l'argent, et ça, évidemment, c'est nécessaire. Eh ben, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on va demander, et on va l'écrire, puisque, a priori, c'est trop compliqué d'y parvenir sans qu'on écrive pour les parlementaires et pour le gouvernement ce qu'il faut faire, même si, évidemment, notre espoir est situé aussi beaucoup plus au Parlement. Et ensuite, sur la stratégie, Sophie Binet l'a très bien décrite tout à l'heure. Donc voilà, on va sortir des propositions, on va être dans la rue, on va aller frapper à la porte de l'ensemble des parlementaires, on va aussi en parler dans les médias, parce que on peut pas nous faire croire que introduire le consentement dans la loi serait la solution à tous nos problèmes. On n'est pas, voilà, le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est des actes, des moyens et de la volonté politique. Voilà, donc bonne soirée, bonne suite de soirée à toutes et tous, et merci à Politis pour la soirée.